Notre invité dans l'after ce soir jusqu'à minuit, on est avec Claude Puel ce soir. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir. D'ailleurs Claude, vous aviez un surnom à l'époque, c'est ce qu'on découvre dans le livre, c'est Raymond. Pourquoi Oui. Raymond? Pour ceux qui ont connu un petit peu Raymond Domenech par le passé, il faisait pas trop de floriture. Et c'est vrai que en sélection notamment, en espoir, en junior et espoir, des joueurs ont commencé à m'appeler Raymond, comme Ferreri, comme d'autres. Et d'ailleurs, quand on se croise, il m'appelle toujours Raymond, quoi. Voilà. Vous le prenez bien, ça va? Oui, oui, pas de problème. Non, Très bien. non, ça fait partie. Question Claude Puel, Libre, c'est le titre de votre livre. Libre, c'est pourquoi? C'est parce que vous êtes sans club aujourd'hui? C'est un appel lancé à tous les présidents ou c'est philosophique? Ou vous vous êtes senti libre toute votre vie? Non, voilà. Non, c'est effectivement, j'ai toujours eu le privilège de faire un petit peu comme je l'entendais, c'est-à-dire de ne pas accepter d'intrusion dans mon domaine de responsabilité. Et si je pensais que c'était la bonne direction pour le club à prendre, voilà, je fonçais et puis j'essayais le mieux possible de mener mon action. Et c'est cette liberté que j'ai toujours eue dans tous mes clubs. On m'a jamais rien imposé ou pu imposer quoi que ce soit et je le revendique et je suis heureux d'avoir pu jusque-là pratiquer mon métier Oui. en toute responsabilité et liberté. Et comme entraîneur, ça arrive très tôt, parce que j'ai découvert en lisant votre livre que à Monaco, donc votre premier poste d'entraîneur, vous arrivez en cours de saison d'ailleurs, le président Campora veut vous imposer comme je sais pas, superviseur ou comme conseiller, quand même un dénommé Giovanni Trapattoni, et vous dites déjà à ce moment-là, non. Oui, j'étais fraîchement promu entraîneur, donc C'est gonflé quand même de refuser Trapattoni quand on entre dans le métier. Oui, oui, sûrement, sûrement. Quand on regarde un petit peu en arrière, oui, effectivement, parce que j'étais personne et je débutais dans le métier, mais pour moi, il n'était pas concevable d'accepter qu'un entraîneur, même si c'était Trapattoni, grand entraîneur, puisse venir sur le terrain. Je savais très bien dans les dessins du président Campora que c'était après à court terme pour prendre la place. Donc il n'était pas concevable pour moi d'accepter une telle chose. Claude Puel, est-ce que vous avez eu le sentiment finalement toute votre vie marquée par un peu ce que je racontais tout à l'heure, à savoir que quand vous étiez joueur, vous n'étiez pas le mec bling bling de l'équipe, vous étiez le gars, on se demandait toujours si vous alliez être titulaire et vous l'étiez très largement sur une saison, que ça vous a suivi même dans le reste de votre vie, entraîneur, ah tiens, c'est Claude Puel qui va être l'entraîneur, et puis comme vous avez tout le temps eu, c'est vrai, cette façon de parler qui n'est pas très, comment dire, très expansive, vous êtes plutôt quelqu'un de réservé, de toujours devoir dire, bah si, regardez, je travaille bien, parce que si on analyse votre carrière, même d'entraîneur, bah, il y a plus de réussite que d'échecs finalement, mais ça saute pas forcément aux yeux. C'est comme s'il faut aller chercher, comme si vous deviez le dire ou vous battre pour le dire, comme si Claude Puel, c'était toujours la personne un petit peu introvertie et qui ne dit pas assez fort les choses finalement. On peut lutter contre sa nature pour se faire violence et dire mais regardez-moi quand même, regardez tout ce que j'ai fait. Parce que quand on est devant votre bouquin, on se dit putain merde, il a fait beaucoup de choses Claude Puel quand même. Oh, j'ai pas besoin de clamer quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que je fais un récit sur mon parcours parce qu'à mon âge, je pense que ça fait du bien de se poser un petit peu. Je profite de l'occasion d'être sans club là, en ce moment pour faire un retour sur mon parcours, expliquer certaines choses parce que quand on est dans l'action, il arrive un moment où ça ne sert à rien d'expliquer et puis il faut avancer et pas se disperser. Après, c'est vrai que j'ai jamais fonctionné avec du off en essayant d'arranger les coups par derrière. J'ai jamais eu d'agent qui m'ont représenté, qui puisse éventuellement déminer une situation aussi. Voilà, j'ai fonctionné tout seul. J'ai négocié tout seul dans mes clubs de partout où je suis passé. Et,
Et après, je suis assez pudique dans ma personnalité, mais ça ne m'empêche pas, je ne suis pas spécialement réservé. Et puis, si j'ai des choses à dire, je le dis. Mais surtout aux personnes concernées, je n'ai pas à m'étendre particulièrement dans les journaux. Est-ce que cette pudeur qu'on vous connaît ou ce côté très peu expansif, comme le dit Daniel à l'instant, a pu vous jouer des tours dans vos rapports aux joueurs notamment et aux supporters également dans votre carrière? Parce que quand on lit votre livre, certes, il y a beaucoup de réussites, il y a quelques échecs aussi, et il y a pas mal de conflits avec certains joueurs qui ne semblaient pas. On avait signé Gouvou hier, qui disait, qui regrettait votre côté un peu rigide lorsque vous êtes arrivé à l'Olympique Lyonnais. Ça dépend des joueurs, si vous pouvez en prendre. Je pense beaucoup plus à qui j'ai apporté, je pense beaucoup de positifs et qui m'en seront gré. Après, ça dépend. Il y en a qui comprennent l'action, d'autres moins, ou qui comprennent plus tard, ou qui comprennent sur le moment. Mais le plus important toujours, c'est d'avancer, de développer les joueurs, de travailler et pour les joueurs, parce que j'ai travaillé avant tout pour les joueurs, pour les développer, et pour les clubs qui m'ont engagé. J'étais à fond à défendre les couleurs de ce club et de remplir le mieux possible le projet qui était comment dire, au niveau du club à l'époque où je suis passé. Vas-y, on va faire une pause, ouais. Daniel. Vous dites, vous avez, je crois, 2 fois prononcé la phrase développer les joueurs. C'est ce que vous avez préféré dans votre fonction d'entraîneur, parce que vous avez également dirigé des clubs où, quand vous arrivez à Lyon, c'est un club phare, Lyon, et il y a des vedettes dans cette équipe. Vous avez préféré quoi, l'aventure lilloise où il y avait pas mal de joueurs qu'on connaissait pas, ou quand vous êtes bombardé manager général à Lyon et Dieu sait que cet énorme poste, finalement, ça vous a pesé ensuite dans le déroulé de votre carrière à Lyon. Quelle partie du métier vous avez le plus aimé finalement? D'abord, ce rôle de manager ne m'a pas pesé, comme vous pouvez l'énoncer. Non, je l'ai pris parce que j'avais cette responsabilité. J'ai pris du plaisir également. Après, il y a des choses quand on met en place qui sont plus ou moins bien acceptées parce qu'on fait bouger les lignes, on enlève certaines personnes de leur confort ou on prive certaines de prérogatives. Donc, il y a certaines humeurs qui peuvent apparaître dans un club. Mais bon, voilà, j'ai fait ça naturellement et ça m'a jamais pesé dans mes fonctions. Et puis, après, je reviens un petit peu sur le côté soi-disant rigide. On dresse un portrait d'un gars et puis ça le suit des années de cette manière. Pour ceux qui me connaissent au quotidien, voilà, j'aime bien. Mais est-ce que c'est mal d'être rigide? On le disait, un mec comme Fabio Capello a toujours été décrit comme un mec hyper rigide, qui rigolait quand il se brûlait. Enfin, il y en a eu des entraîneurs comme ça. Louis van Gaal, c'est pas un mec, on n'a pas le sentiment qu'on va beaucoup se marrer avec lui. Donc alors, je suis pas en train de dire que c'est pas, je suis pas en train de dire que c'est votre. Avec vous, Claude Puel. Voilà, je suis pas en train de dire que c'est pas votre personnalité, mais quand bien même ça le serait, c'est pas non plus forcément un énorme défaut pour un entraîneur. Enfin, j'en sais rien après tout. Est-ce qu'il faut se battre contre ce qu'on est, quoi? Non, mais d'abord, rigide, ça veut rien dire. Rigide, je trouve si ça rigide, c'est exigeant, ça vous va? Ouais, Si rigide, c'est exigeant. Ouais, mais c'est pas du tout la même chose. Un gars qui est rigide, on peut pas dire qu'il est exigeant. C'est vrai, c'est vrai. Un gars qui est rigide, c'est quelqu'un qui est obtus, qui a du mal à se remettre en cause. Qui se remet pas en cause, qui va dans le mur, et donc c'est pas du tout ça. C'était pas ça le Claude Puel de Lyon, justement, non? C'est pas votre regret? Non, pas spécialement. Non. Pas spécialement. Non. C'est pas un regret dans votre carrière, parce que est-ce que c'est pas le club qui aurait pu vous propulser dans une autre carrière? Est-ce que si Lyon ça s'était passé autrement, vous auriez peut-être pu entrer, je sais pas, vous auriez peut-être pu être à la place de Deschamps en équipe de France, qui sait? Non, mais bon. Est-ce qu'il y a un regret là quand même pour vous? Non, c'est pas une question de regret. Mon passage à Lyon, je le dis dans le bouquin, si vous l'avez parcouru un petit peu. Pour vous, c'est pas un échec, c'est ce que vous dites, exactement. Et la période de Lyon, si vous avez lu et parcouru un petit peu. En fait, on l'a lu le bouquin. Bon, les 2 premières saisons se sont très bien passées au niveau relationnel et puis avec les joueurs aussi, puisque la deuxième année, notamment, on fait deuxième du championnat et demi-finaliste
demi-finaliste demi-finaliste à la Ligue des Champions en éliminant sur une double confrontation le Real Madrid chez lui. Et puis ça a On se été souvient de ce qualifié match. On se souvient de Et ce match. Bordeaux en quart, exactement. Oui. et ça a été qualifié par le président Aulas à l'époque de la meilleure saison de l'Olympique Lyonnais depuis ses débuts. Et puis la troisième année a débouché sur... On a le droit de sur- rire des fois quand même. Hein. Ouais, la troisième saison a débouché sur un début de saison qui était catastrophique, mais comme je l'avais énoncé au président, j'ai hérité de pas mal de joueurs qui revenaient de l'équipe de France, c'était l'Afrique du Sud, oui. Ouais. qui étaient vraiment out et qui n'étaient pas à même de reprendre la saison psychologiquement notamment. Non seulement dans l'aspect physique, on récupère des joueurs 15 jours avant la reprise, mais en plus psychologiquement, ils étaient traumatisés, pour ne pas dire plus pour certains. Donc les voir de suite concentrés sur le championnat repartir, ce n'était pas le cas. Donc on a fait un très mauvais début de saison, on était 17-18e au mois de septembre. Et puis c'est à partir de là que tout s'est enchaîné. Le président Aulas a jugé qu'il ne fallait pas me soutenir dans cette démarche de les réhabiliter. Et puis, j'ai été lâché auprès des joueurs, auprès du public, auprès Oui. des médias. Et ça a été voilà. particulièrement violent cette dernière saison. Claude, on disait tout à l'heure, enfin plutôt vous parliez de votre passage à Lyon et de la dernière année, quand vous le dites, le président vous lâche un petit peu, aussi bien auprès des supporters que des médias. C'est vrai une forme d'abandon. On rappelle, même si on ne va pas entrer dans le détail de ça, mais ça s'est terminé en procès quand même entre Puel et l'OL. Il y a une particularité quand même, je ne sais pas si vous avez senti et si vous avez une explication, mais l'entraîneur à l'OL, c'est quand même un métier très très particulier, plus que dans d'autres clubs il me semble, parce qu'il y a ce président omnipotent, directeur sportif, à l'époque Lacombe était encore très présent, et ça se termine toujours mal. Tous les entraîneurs qui sont passés là-bas, à un moment, sont lâchés de la même façon, aussi bien auprès des journalistes lyonnais, que j'appelle le gang des Lyonnais, c'est ceux à qui se passe un coup de fil et ils sont aux ordres, et également auprès des supporters qui finissent par faire des choses qui sont assez dures quand même, les banderoles dans les rues, des choses assez violentes. À chaque fois, c'est comme ça. Et ça, je ne sais pas d'abord comment vous l'avez vécu, mais est-ce que, vu de l'intérieur, vous avez une explication au pourquoi l'entraîneur, finalement, est si isolé dans ce club? Je pense tout simplement que quand il y a des résultats qui sont pas probants, il y a une pression populaire qui peut être très importante et qui agit également sur le président. Donc en fonction de ça, il joue avec ça, il joue avec cette pression et en essayant de contenter un petit peu tout le monde et de voir jusqu'où il lui paraît possible de soutenir l'entraîneur ou pas. Voilà. Moi, je voudrais savoir, dans votre carrière d'entraîneur, là, pour le coup, Claude, quel est parce que vous avez travaillé avec Campora, avec Sédou, avec évidemment Jean-Michel Aulas, avec le duo Romeyer-Cayazo, avec River, etc., Fournier. Quel est le dirigeant, c'est fondamental dans votre métier, avec lequel vous avez le mieux fonctionné, celui avec lequel vous avez été le plus épanoui dans votre travail? Je ne sais pas si je peux citer un dirigeant, parce que avec tous, il y a des périodes qui sont super, où on a super bien fonctionné, et puis il y a des moments de tension qui arrivent. C'est quand les inévitable, résultats- les moments de tension, Claude. Forcément, même, l'histoire, elle peut pas être belle tout le long, quoi. Non, c'est inévitable. C'est inévitable parce qu'il y a une très grosse pression sur les dirigeants. Donc, qui reportent cette pression sur leur entraîneur, sur leur staff, pas souvent les joueurs, mais voilà, c'est une normalité. Donc, quand on fait ce métier, déjà, on accepte qu'il y aura des moments qui seront difficiles. Déjà, il y a des moments difficiles dans une saison. Il y a toujours des moments un petit peu clés. Et puis, d'une saison à l'autre, ça peut varier. On le voit par rapport à ma deuxième saison à Lyon, qui a été quand même soulignée par le président Aulas. Et puis derrière, très vite, je suis mis un petit peu en pâture. Voilà. Mais ça fait partie des
choses, encore une fois, je l'accepte complètement, même si c'est pas évident, parce que ça fait partie du métier. Et quand ça arrive comme ça, notamment sur Lyon, moi, mon réflexe, c'est un petit peu de mettre ma carapace et de me dire, bon voilà, je perds un petit peu les clés par rapport aux joueurs, j'ai une marge qui est très ténue, il ne faut pas que je la perde, je suis sur le fil du rasoir, et en termes de management, c'était pour moi super constructif cette saison, parce que voilà, j'avais très peu de marge et il fallait petit à petit remonter, pas perdre le respect des joueurs et les remettre petit à petit dans le bain. Et puis on finit Oui. sur le podium, on finit pour qualifier à la Ligue des Champions et on Vous, finit. vous aimez Claude Puel les challenges, hein, vous l'avez souvent dit, un bâtisseur, vous l'avez très bien fait à Lille d'ailleurs, c'est Et à peut-être Nice, votre plus belle et à Nice. expérience, à Nice également. À Saint-Etienne, en revanche, c'est votre projet également de bâtir ce club sur presque du long terme, sur 3-4 ans. Malheureusement pour vous, c'est terminé avant. Vous avez Enfin, succédé à c'était Gislain difficile Printemps. de bâtir quoi que ce soit à Saint-Etienne. Je ne sais pas s'ils s'attendaient à une dalle de ciment, Ben non, justement, mais parce que c'était un tas de fumier qu'il y avait. C'était compliqué vous de écrivez construire quoi que ce soit. Claude Puel très vite quand vous arrivez à Saint-Etienne. Mais dans quoi je me suis mis? C'était un bourbier, vous l'avez compris tout de suite. Ah bah oui, Oui, c'est le premier réflexe quand j'ai connaissance un petit peu de la situation du club, notamment au niveau financier. Donc il n'y a aucune marge de manœuvre. Le club très impacté financièrement, avec des gros contrats honorés et sans possibilité de vendre des joueurs parce que les joueurs existants n'avaient plus de possibilité de trouver preneur. Et puis, il n'y avait pas de jeunes qui avaient été formés pour représenter une manne financière en cas de besoin. Donc, c'était très, très complexe, très compliqué. Impossibilité de recruter pendant 4 mercatos, recrutement digne de ce nom. Et après, de développer des jeunes simplement du centre de formation parce qu'on ne pouvait pas les acquérir à l'extérieur. Donc, c'était simplement de passer ces 2 ans pour essayer de décoper, de sortir quelques jeunes qui puissent représenter une manne financière. Ça a été le cas de Fofana et Gourna, par exemple. Et puis, à partir de la fin de saison dernière, c'était repartir sur un nouveau cycle avec un club qui puisse réinvestir, puisque 15 joueurs et 15 contrats quittaient le club à ce moment-là. Effectivement. Est-ce que, je sais pas, on est près de la fin, mais je voulais demander, on parlait du rapport entraîneur-président. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs français qui sont allés en Angleterre. Vous faites partie de ceux-là. Ce rapport-là, il est complètement différent. Entraîneur avec président, enfin direction, et souvent on la voit pas beaucoup, on ne sait pas trop qui c'est. Il y a une vraie différence avec ce qui se pratique en France. Disons que il y a peu de relations, moins de relations avec le président, même si j'en ai eu à Leicester et à Southampton. Mais on a affaire à un directeur du football qui est une sorte de vice-président et qui fait fonctionner le club et notamment les aspects sportifs. Après, c'est vrai que l'Angleterre, c'est encore autre chose au niveau du jeu, de l'intensité des entraînements et des matchs, au niveau du respect qu'il peut y avoir envers l'entraîneur également. Et puis, voilà, on a tout un ensemble environnement autour de l'équipe, autour des joueurs qui est extraordinaire, très pro. Et puis, les joueurs, il faut presque les freiner à l'entraînement. Pour imager un petit peu en France, de temps en temps, il faut motiver les joueurs pour qu'ils puissent s'entraîner comme il faut, être plus assidus, etc. Il n'y a que des Puels là-bas. Si vous voulez, ouais. Il y a 30 millions de Puels. Claude Puel, alors il y a une phrase qui a été reprise un peu partout en début de semaine dans votre livre, période joueur Monaco pour vous, saison 92. Je cite cette phrase: Arsène Wenger a décidé de changer l'équipe à l'intersaison. Je n'en comprenais pas la raison. J'apprenais alors que certains de mes coéquipiers n'avaient pas joué franc jeu, qu'ils avaient été incités à lever le pied durant certains matchs. L'affaire Valenciennes-Marseille en révélerait la partie immergée. Est-ce que vous avez su à l'époque, et encore aujourd'hui, de quel match il s'agissait? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous visez Marseille, en fait? Merci, tout simplement. Nico. La question naïve. C'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit comme voilà, ça. Après, je pose la question. J'ai assez dit dans le livre. Pour moi, c'est du passé. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a touché, notamment par rapport
à certains de mes coéquipiers parce que c'est quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Et puis, quand je défends des couleurs, quand je défends mes coéquipiers également, voilà, en termes imagés, on part à la guerre, quoi, et on remplit toutes les fonctions. Donc, ça m'a fait très mal, voilà. Et puis, je l'ai dit, après, je n'ai pas à rentrer dans les détails. Et vous avez le sentiment que votre palmarès aurait pu être plus étoffé sans cela? Oh, Est-ce que vous avez été privé de titre par ce phénomène-là ou pas? Bien sûr. on peut l'envisager, vu comment sont passés certains matchs. Ouais. Je En vous tout conseille. cas, ce passage-là, bon, comme dit Claude, écoute, après tout, ça fait tellement longtemps et 30 ans. plus personne ne veut l'entendre aujourd'hui et à quoi bon revenir dessus. Mais pour ceux de ma génération, ça ne peut pas être une surprise puisqu'on savait, Manu Petit en a parlé, Arsène Wenger en a parlé, je ne crois pas que ce soit des menteurs, tout Monaco savait. Et bon, je rappelle juste quand même que tout existe, hein. Il y a eu un rapport adressé à l'Assemblée par le parquet qui est évoqué dans un article de l'Express. Alors c'est très vieux, tout ça, c'est 14 décembre 95, mais tout le système de ces années-là à l'OM, bon, c'est pas simplement 1 ou 2 matchs. Le système tapis, ouais. Voilà, c'est connu et dans le football. Le seul truc, c'est que c'est dans le football français, c'est resté un tabou que très peu de gens évoquent, à part en off. Voilà. Et Claude continue de nourrir ça parce qu'il ne veut pas en parler. C'est ça le paradoxe. Vous allez pas au bout. C'est ce qui rend ce livre finalement, quand on se plonge dedans, un peu frustrant parce que vous lâchez pas tous les coups, loin de là, quoi. Oui, en fait, c'est pas un livre pour régler des comptes. Ça m'intéresse pas. Je fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai envie de partager toutes des décennies de football. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vécu énormément de choses. Donc, c'est du partage. Chacun peut y trouver son compte, qu'il soit supporter, éducateur, jeune entraîneur qui va faire la fonction, ou simplement passionné de football. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de transmettre. Et peut-être qu'à travers ce bouquin aussi, j'ai vécu beaucoup de choses, il y a beaucoup d'anecdotes. Tout à Mais fait. Ah, ça, c'est pour voilà. le coup, ça, oui, Il y, vous a celle, avez il y a celle de l'agent de Benzema également, Claude Puel, c'est assez intéressant. ça, vous avez ouais, vécu. ouais, hein. Vous proposez au jeune Karim Benzema un DVD qu'il prend. Le lendemain, son agent vient dans votre bureau, il jette le DVD sur le bureau devant vous. Et qui c'est l'agent? C'est Karim? Et oui. Karim Jazeri Je pense que c'est Karim Jazeri, Oui, Claude Puel, on je peut le vois dire. que c'est l'agent. Ouais. Il jette le DVD, il veut pas dire Claude Puel. Il jette le DVD Non, sur mais votre bureau, il vous dit voilà. Attends, t'es en train de comparer mon joueur à Paoletta, c'est ça? Karim à Paoletta? C'est un Oui, DVD de non, mais Paoletta. voilà, je voulais simplement avec Karim, le voir étoffer son jeu, plus de déplacements, et puis de temps en temps jouer aussi à la limite. Et c'est vrai que j'avais fait un montage d'action de Paoletta, et il était extraordinaire sur ce registre-là. Ah oui, ça, Il allait pas très vite, mais il prenait tout le temps les défenseurs de vitesse, parce qu'il savait très bien se mettre dans le dos, faire les appels au bon moment. Oui. Et il faisait 5-6 face à face avec le gardien, simplement par l'appel Ouais, au bon. bon moment. En tout et cas, le ça bon n'a pas plu déplacement. à l'agent de Karim Benzema. Ça, on l'a bien compris. Vous parlez notamment de Bordeaux à Southampton, Leicester. À Southampton, vous croisez un jeune Virgil van Dijk que vous avez fait progresser. Et vous jetez quelques fleurs, Claude Puel. Bah, c'est vrai. C'est vrai, certainement. Il l'a connu jeune. C'est vrai, vous l'avez connu jeune. Et puis tiens, Il n'était pas si jeune non plus. Hein. C'était pas un joueur formé. Il avait fait le Celtic avant. C'était pas Il est... encore le plus cher défenseur. Non, mais Voilà. c'était 2 ans avant, un an avant. Ouais. même s'il vous a boudé au début, après aux premières consignes, Virgil van Dijk, parce que vous lui demandiez de défendre plus haut sur le terrain. C'est bien ça. Hein. Oui, bon, il est très, très fier et c'est vrai que bon, il a eu un petit peu de mal à s'y faire, mais il avait Oui. été élevé, je dirais, à défendre dans sa surface. Il ne sortait jamais sur les côtés, il faisait jamais remonter le bloc. Voilà, il jouait en Écosse auparavant et puis on recevait des centres, des longs ballons dans la surface et il fallait les dégager, c'est tout. Et alors qu'il avait une technique extraordinaire, et, il avait des qualités comme on le voit en ce moment. Donc Ouais. pareil, j'ai fait un DVD, mais lui, il ne me l'a pas remis sur le bureau. Et donc j'ai montré des images de grands défenseurs, de grandes équipes et de la façon dont ils faisaient Il y avait remonter quel le bloc. défenseur dans le DVD que vous lui avez donné? Il y avait quoi comme défenseur? Oh, il y avait des défenseurs de partout. Il y avait même Barcelone, parce que c'était intéressant de Oui. voir Laurent Barcelone Blanc, non
Oui, pourquoi, pareil. par Mais exemple? avec Puyol notamment et Piqué, c'était Non, super comme illustration parce qu'ils sont assez lents et ils défendent avec 60 mètres dans leur dos. c'est Parce vrai. que justement, ils ont pris l'habitude de coller, de rester, d'aller couper. Et voilà, c'est ce registre-là que je voulais voir chez Virgile. Claude Puel, une dernière question avant de vous libérer. Votre avenir, quel est-il? Est-ce qu'un poste à la DTN vous intéresse? Vous l'aviez refusé, ce que vous dites dans le livre également, quand Noël Le Graët vous l'a proposé en 2017. Ou alors reprendre une équipe ou une sélection? Euh, ça pourrait être une sélection. Faut Ça pas pourrait souffler, être, hein, Claude Puel, hein. non, non, L'avenir est radieux, hein. ça pourrait être un club, j'en sais rien, mais je Mais là, vous avez serais. des contacts en ce moment? Il y a pas mal de clubs qui se sont libérés, là, de bancs qui se sont libérés Non, en mais France. j'ai toujours eu des contacts depuis mon arrêt, mais j'ai pas donné suite pour l'instant parce que je voulais faire une bonne pause et puis parce que je serais exigeant en termes de Mais vous avez moyens, envie de de continuer à être sur possibilités. le banc parce que, on l'a dit, il y a 40, il y a quoi, 50 ans de foot 61 ans, 50 ans de football. Ouais, voilà. 50 ans. Vous pourriez aussi dire, bon, bah, stop maintenant, je fais autre chose. Non, vous Mais avez envie de revenir. je suis passionné, donc Vous dès pourriez qu'on faire parle des DVD, football, Claude, hein, c'est un beau métier aussi. voilà, on va faire des clés maintenant. Non, Des mais clés USB. Mais non, mais bon, j'ai toujours passionné, mais à mon âge, c'est sûr des projets Oui. comme Nice, comme Lille, la remontée de la base, ou même mon dernier club, j'éviterai de replonger dans des projets similaires parce que j'ai donné. Et si j'ai pas de la matière, je m'abstiendrai. Voilà.